salí un poco de su contexto, pero sí me parece importante que una vez que se ha hecho el repaso histórico nos planteemos en la actualidad, ¿no?, qué significa una estructura de organización social revolucionaria. Y bien, bueno, quizás ella haya tenido ocasión de pensarlo de una manera más concreta, pero no quiero ponerle en un compromiso. Je suis un peu embarrassée parce que c'est... Estoy un poco presionada. Parce que c'est difficile de... Bon, l'état de droit qualifié tel, ça ne date pas de... Alors, ça je dirais que c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, d'abord parce que... Dice que es una cuestión a la que voilà, ya acércate el micrófono, acércate el micrófono. C'est une question... Las dos. C'est une question d'avenir politique. No se oye. Pero voy a traducir. Un poco de paciencia. Sí, pero acércate el micrófono. Voilà, c'est une question d'avenir politique. Je crois que la conférence, qui est un peu longue, elle a surtout pour objet de faire comprendre comment s'établit un contrôle. Ella realmente no puede responder a la pregunta porque la pregunta trata más sobre el porvenir. Cuando el centro de su intervención ha sido el intentar definir cómo los mecanismos concretos sobre los cuales se ha establecido el control del imperialismo sobre el movimiento obrero. Et c'est un phénomène dont la masse de la population ne peut pas se rendre compte parce qu'on ne lui donne pas les moyens d'information qui lui permettraient de comprendre la réalité de cette tutelle. Y sobre todo porque los mecanismos concretos a través de los cuales se establece ese control están ocultos para la mayoría de la gente, que no tiene, que ve lo que pasa pero no tiene las claves fundamentales para entender cómo eso ha sido posible y los procedimientos que se han utilizado. Et c'est une question historique, mais c'est une question politique. Je disais tout à l'heure à cette camarade que ce que je montre sur le contrôle américain, par exemple, du mouvement ouvrier français, je l'ai démontré il y a plus de 40 ans, avec des archives, et comme les historiens américains l'ont fait. Ella ha podido demostrar, ya desde hace 40 años está estudiando cómo los Estados Unidos han establecido los mecanismos concretos de control del movimiento obrero, entendiendo por movimiento obrero no solamente el movimiento sindical, sino que es una cuestión política, o sea, es un problema sindical y político al mismo tiempo el control del movimiento obrero. Et en France, sur le plan universitaire, académique, la question, plus de 40 ans plus tard, n'est jamais posée. C'est une question académiquement interdite. Después de 40 años, en Francia, tanto desde el punto de vista universitario como académico, esta cuestión no ha podido ser planteada. Es una cuestión prohibida. El acceso concreto a la información sobre todo esto que ha sucedido en la realidad. Je vais donner un exemple. Un des responsables de Force ouvrière, un des chefs de Force ouvrière, sinon le chef d'ailleurs, le successeur de Jour, secrétaire de la CGT puis secrétaire de Force ouvrière, s'appelle Botero. Botero est recruté par les Américains en 1944-45. 44-45, quand Eldridge arrive à Paris. Por ejemplo, ella va a dar un ejemplo concreto
de todo esto que ha sucedido. Y tiene que ver con el sindicato Fuerza Obrera, Force Ouvrière, que es uno de los sindicatos que están ahora actuando en Francia. Y, por ejemplo, un dirigente de la CGT, que después pasó a ser dirigente del sindicato Force Ouvrière, fue reclutado por los Estados Unidos en 1944-1945. On a la correspondance. On a la correspondance hay, américaine. Claro, eso yo quiero decirlo porque estamos delante de una persona que no dice una palabra sin que haya un documento que lo respalde. Ah, perdón. Este se va. Vaya. Décidément. Es que no, mira. Celui-là peut-être. Là, ça marche. Ça, c'est bon. C'est ça. No, quería decir que estamos delante de una persona que no dice una palabra que no esté documentada por archivos, por documentos. Ella ha dedicado toda su historia profesional y militante a bucear en los archivos de la policía, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ejército, del Banco de Francia. Es decir, que toda esta documentación no es una opinión, son hechos de los cuales hay documentos escritos. Et il y a un certain nombre d'années, un livre a été consacré à Botero, un livre entier. Hace unos años a este hombre, al que era de la CGT y luego de la Force Ouvrière, a Botero, se le ha dedicado un libro entero. Deux notes, infrapaginales, les notes. Dos notas al pie de página. Deux notes, pour dire que c'est une invention communiste. Dos notas al pie de página para decir que es una invención comunista lo que se decía de él. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que la classe dirigeante atlantique a besoin de dirigeants ouvriers atlantiques. Hay que decir que la clase dirigente, la burguesía atlántica, tiene necesidad de dirigentes del movimiento obrero atlantistas. Et elle se laissait fabriquer pendant 100 ans. Nous sommes, par exemple, en France, nous sommes aujourd'hui à 100 ans de fabrication. C'est-à-dire entre les efforts de Goebbels et la Confédération et la Fédération syndicale européenne. C'est le même mécanisme. Lo que ella ha intentado decir, que seguramente a mucha gente le ha hecho pensar que nos estaba contando cosas de hace mucho tiempo, ella ha querido documentar a lo largo de toda la exposición que los mecanismos de penetración, de control, de soborno en el movimiento obrero son exactamente los mismos y que estamos ante los mismos procedimientos del tal Gompers y de la Federación del Trabajo Americana y de la CIO y sobre esas mismas bases son las que se están trabajando en estos momentos. Bueno, sí, un momentito os voy a moderar. Lo primero es pedir disculpas por la inconveniencia de la pregunta a alguien que su rigor intelectual le llevaría siempre a tener que pronunciarse con una base que en todo caso en mi pregunta tendría que ser especulativa todavía. Disculpa. Y bueno, ahora voy a moderar las preguntas de los demás. Bueno, Gaspar. ¿Por qué dice que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial?
Porque, no, y pourquoi je dis Primera. La primera o la segunda. la primera o la segunda. O sea, J'ai dit les deux. ella ha dicho Yo he las dos. dicho los dos. ¿Por qué? En A ver, notre... vous parlez en français, si vous plaît. Ben oui, mais il faut pour les ¿Se autres. entiende? Que yo no entiendo francés, por ejemplo. Venga, que yo traduzco, tranquila, que estoy aquí para eso. Les États-Unis n'ont jamais été un vainqueur militaire. Estados Unidos no ha sido Jamais. nunca un vencedor militar. O sea, militarmente no han vencido. Voilà, parce que c'est un pays qui fait la guerre à sa classe ouvrière, qui fait la guerre à ses voisins, Porque es un país que hace la guerra a su clase obrera, hace la guerra a sus à vecinos, son arrière-cour d'Amérique a su latine, patrio trasero de América n'a Latina jamais subi d'agression extérieure. y nunca ha sufrido agresiones exteriores. Donc, il a apporté des agressions extérieures, mais je dirais, dans ses réussites, localisées, violentes, comme aujourd'hui, extrêmement violentes, fragmentées, pour conquérir l'empire des Anglais aux États-Unis, sur le continent américain lui-même, l'empire des Français sur le continent américain lui-même, et l'empire des Espagnols. Estados Unidos nunca ha sufrido agresión externa. Lo que ha hecho siempre es llevar a cabo agresiones externas y localizadas, no generales, ¿no? Para apropiarse del imperio inglés, para apropiarse del imperio francés, para apropiarse del imperio español. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'armées permanentes importantes. No tienen necesidad de mantener un ejército permanente muy importante. Alors que l'histoire de l'Europe est une histoire de conquête, de conflits, avec constitution d'armées permanentes importantes. Como en Europa sí que ha sucedido eso. La historia de Europa es una guerra de conquistas, de conflictos, que han llevado al mantenimiento, históricamente, al mantenimiento de ejércitos muy grandes y de manera permanente. Donc, les États-Unis ont pratiqué ce qu'on a appelé, pour conquérir le monde, la stratégie périphérique. Ellos han llevado a cabo para conquistar el mundo una estrategia que ellos llaman periférica, Qui a été mise en œuvre 2 fois à l'occasion des guerres générales, des guerres mondiales, que ha sido puesta en juego, puesta en escena, con ocasión de las dos guerras mundiales, c'est-à-dire à l'époque impérialiste. es Or, decir, en la época imperialista. qui a gagné militairement la Première Guerre mondiale? De fait, 3 pays. ¿Quién ha ganado militarmente la Primera Guerra Mundial? De hecho, 3 países, À l'ouest, les Anglais et les Français, los ingleses y los franceses por el oeste, et je dirais aussi à l'ouest, les Russes. y también al oeste Pourquoi? los rusos. Parce que les Russes, Estamos hablando de la Primera Guerra. je parle de la première, les Russes ont été vaincus, enfin, il y a eu une grosse avancée allemande à l'est, très grosse. Hubo un avance muy importante de Alemania hacia el este, Les Allemands sont vainqueurs à l'est, mais vencieron en el Mais este, sans les Russes, l'Allemagne occupe la France. pero sin los rusos, Alemania ocupa Francia. Parce que c'est ce qu'on appelle l'alliance de revers qui a sauvé la France pendant la Première Guerre mondiale. Eso es lo que se llama la alianza de Revers, que ha salvado Francia durante la Primera Guerra. Tout le monde est d'accord, tous les diplomates, tous les militaires sont d'accord là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis ne sont pas du tout les vainqueurs militaires. Leurs premiers soldats arrivent en fait
en mars 18, l'affaire est déjà pliée. L'affaire est prête. C'est ça qu'on appelle la stratégie périphérique. Je laisse les autres faire l'effort militaire, et quand l'effort militaire est presque acquis, j'arrive et je récolte. Eso es lo que cuando el primer soldado norteamericano puso un pie en Europa en marzo de 1918. Es decir, cuando ya el asunto estaba terminado. Eso es lo que se llama estrategia periférica. Es decir, yo dejo a los otros hacer el trabajo y luego recojo los frutos. L'Allemagne était en très grande difficulté depuis 1917 à l'ouest. Alemania tenía grandes dificultades en el oeste desde el año Et la 1917. Première Guerre mondiale a été gagnée à l'ouest. Y la Primera Guerra Mundial ha sido ganada en el oeste. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont les grands vainqueurs de la Première Guerre mondiale? ¿Por qué se puede decir que los Estados Unidos son los vencedores de la Primera Guerra Mundial? Parce qu'ils ont eu la puissance financière qui leur a permis de dominer l'Europe victorieuse. Porque ellos tenían la potencia financiera que les ha permitido dominar a la Europa victoriosa. O sea, venían ellos C'est-à-dire por encima. à deux pays, la France et l'Angleterre, qui s'étaient armés, quand même mieux armés qu'avant la seconde, mais finalement qui ont longtemps pensé, parfois très longtemps, à un compromis avec le Reich. Et donc, qui ne se sont pas armés comme les empires centraux. De sorte, on le remarquera, que ni l'Allemagne ni l'Autriche n'empruntent aux États-Unis, l'Angleterre et la France s'endettent et vont même mourir de leurs dettes dans cette Première Guerre mondiale. C'est ça qui fait, c'est la victoire financière, c'est le poids financier qui fait des États-Unis le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale. Es decir, en resumen, que los países vencedores tenían grandes deudas, habían acabado la Segunda Guerra Mundial en bancarrota y quien tenía la capacidad después de invertir y de financiar, de comprar esas deudas, eran Estados Unidos. Et il faut d'ailleurs savoir que les États-Unis, qu'on dit isolationnistes, ne le sont pas. Tous les règlements financiers extérieurs, tous les règlements financiers internationaux de la Première Guerre mondiale sont de tutelle américaine. Plan Dawes, Plan Young, ce sont les États-Unis qui ont dominé l'Europe pendant l'après-Première Guerre mondiale. Todos los reglamentos financieros de la Primera Guerra Mundial tienen la firma y el sello de Estados Unidos. Son el Plan 2, el Plan Young, es decir, son imposiciones de los Estados Unidos. Et la dette de l'Europe occidentale La deuda de Europa est un Occidental élément très important de l'affaiblissement de l'impérialisme d'Europe occidentale. C'est le premier affaiblissement extrêmement fort, si je puis dire, extrêmement sensible. El primer endeudamiento muy fuerte y muy sensible fue el endeudamiento de Alemania. La Deuxième Guerre mondiale est un cas encore plus spectaculaire, La Segunda Guerra Mundial es todavía más espectacular, pero en el mismo sentido. parce que il y a un vainqueur, un seul, Hay un vencedor, un Soviétique. único Y a vencedor, que aucun fue doute. la Unión Soviética. c'est le vainqueur militaire. Il n'y a aucun doute. No hay duda que es el único vencedor je- militar. Je vous signale d'ailleurs que l'historiographie américaine, y compris d'ailleurs l'historiographie, enfin surtout même l'historiographie militaire, je pense en particulier à une petite synthèse d'un historien qui s'appelle David Glantz, Glantz,
il a fait une synthèse extraordinaire qui montre l'ampleur des fronts. Hay un historiador norteamericano, David Lantz, que ha hecho una especie de síntesis mostrando toda la amplitud de los frentes militares durante la Segunda Guerra Mundial. Je donne un exemple, je le donne dans un ouvrage, mais même dans d'autres, notamment d'ailleurs je crois dans les origines du plan Marshall. Ella tiene una obra muy importante que desgraciadamente no está traducida al español, que se llama Los orígenes del plan Marshall. C'est l'exemple de 1944. En 1944, En 1944, va a poner una en mai 1944, en mayo de... c'est une analyse militaire française, Es un análisis il n'y militar. a aucun doute. Je dirais que c'est quantitatif. Es cuantitativo el análisis. Encore 60% du front est oriental. El 60% del frente es Es oriental. Bon, en 43, c'est à 90%. Hein. En el año 43 era Pour el ne pas dire 80% 81. y en el 44 el 60%. 30% est constitué par les résistances intérieures. El 30% estaba constituido por la resistencia de cada país, los Qui resistentes. faisait que, en France, les Allemands n'osaient plus sortir. Los alemanes en Francia no se atrevían a Bon, salir. ils sortaient, évidemment, tout le monde a entendu parler de Radon-sur-Glane, mais 30% essentiellement de la résistance italienne et de la résistance française. El 30% era la resistencia Quelle francesa italiana. était la part militaire de l'Angleterre et des États-Unis sur le front européen? 6%. El porcentaje de Francia, Inglaterra y Estados Unidos en el año 44 suponía el 6%. C'est la quintessence de ce que j'ai appelé tout à l'heure la stratégie périphérique. Es la quinta esencia de lo que ella ha llamado la estrategia periférica. Je n'ai pas gagné militairement la guerre, Yo no he ganado, hablando de Estados Unidos, no han ganado militarmente la mais guerra, j'ai une telle puissance financière et industrielle pero tengo tal potencia financiera e industrial que je peux diriger le monde. que yo puedo dirigir el mundo. Il faut savoir que les États-Unis pensent, Harriman, qui est le grand financier, Harriman, grand homme politique, mais surtout grand financier, c'est un des plus grands empires, c'est un des plus grands empires de trust américains, empire ferroviaire, financier, etc., qui est ambassadeur en Union soviétique de 1943 à 1946, proclame en février 1944 que l'URSS est tellement à genoux qu'elle n'aura pas la force de se ménager une zone d'influence. Harriman, que es uno de los grandes oligarcas, de las grandes potencias económicas en Estados Unidos, desde el punto de vista del control de del ferrocarril financiero, etc., y fue embajador en la Unión Soviética, embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética entre 1943 y 1946. Y él decía, y él decía que lo que él estaba viendo, o sea, el desgaste de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, decía en febrero de 1944 que la Unión Soviética estaba tan debilitada que no iba a conseguir tener ninguna zona de influencia. Autrement dit, ils pensaient pouvoir faire en 1944-45 ce qu'ils ont fait en 1989. Ellos pensaban, Estados Unidos, que iban a poder hacer en el año 1944-45 lo que después hicieron en el año 1949.
Et je le dis parce que il faut quand même bien le répéter en cette période. On a l'air un peu hors du sujet, mais quand même on est dans le sujet. Dice, esto hay que repetirlo ahora, en este momento, porque parece que nos hemos salido del tema, pero en absoluto, estamos bien metidos en el mismo tema. Vous savez que tous nous, Européens, nos dirigeants européens, font mine de se demander si les États-Unis ont cessé de protéger l'Europe. Todos los europeos ahora en este momento estamos preguntándonos si es verdad que los Estados Unidos han dejado de proteger a Europa. Ils n'ont jamais commencé. Y realmente no han empezado nunca. Je vais donner un exemple. Va a dar un ejemplo. Lorsque le pacte atlantique a été signé, Cuando el Pacto Atlántico, ella se refería a 1949 con la creación de le la 4 OTAN, avril, claro. le 4 avril 1949. El 4 de abril de 1949. Un des parlementaires les plus déchaînés, mais c'est vrai qu'ils sont nombreux, Dice, uno de los parlamentarios más afines, pero hay que decir que son muchos, qui était le responsable du comité des crédits de la Chambre. que era Non, de la Chambre des représentants, qui était à la Chambre des représentants, de la un représentant. un representante de la Cámara de Voilà, Representantes de pas le Estados Sénat, la Unidos. Chambre des représentants. Est venu discuter au moment de la ratification. Bon, Vino a discutir, a No. hablar en el momento de la bon c'est ratificación. vrai que les États-Unis ne ratifient souvent pas grand-chose, mais là, évidemment, il aurait été gros qu'ils ne ratifient pas. Dice que realmente los Estados Unidos nunca ratifican gran cosas, que hacen las cosas y ya está, pero en este momento iban a ratificar. Il dit la chose suivante. Y él dijo lo siguiente: Très bien. Nous allons faire comme nous avons toujours fait. vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre, Nous allons continuer notre stratégie périphérique. vamos a Nous continuar. bombarderons les régions. Nous bombarderons l'Union soviétique. Voilà, nous bombarderons tout ce qui a bombardé. Et les pays alliés nous enverront leurs jeunes gens. Vamos a hacer, bueno, muy bien, vamos a hacer lo que hemos hecho siempre. Vamos a bombardear lo que haga falta, las zonas de la Unión Soviética, otras, y nuestros aliados nos enviarán a los jóvenes para que vayan a la guerra. Alors je reviens à ce qu'a dit notre camarade Inès au début. Qu'est-ce que le pacte atlantique? Des bases. Des bases. Des bases pour attaquer les pays qu'on veut attaquer. Lo más importante de la OTAN son las bases desde las cuales atacar a los países que Estados Unidos quiere. Parce que d'où porteraient-ils leurs avions pour bombarder? Des bases. Porque los aviones que llegan a bombardear llegan no de Estados Unidos, sino de sus bases. C'est plus pratique de partir d'Allemagne pour aller attaquer l'Union soviétique que de partir des États-Unis. Es más práctico salir de Alemania para atacar a la Unión Soviética que venir desde Estados Unidos. Donc tous les dirigeants européens, je le sais puisque j'ai lu les archives, tous les dirigeants européens le savent. Todos los dirigentes europeos saben lo que ellos dicen y lo que están diciendo. C'est-à-dire que s'il y a une guerre en Europe, les Américains ne viendront protéger personne. Todos los dirigentes saben que si hay una guerra en Europa, los americanos no van a venir a proteger a nadie. Au point que ça fait un scandale de presse tellement grand que le parlementaire s'appelle Clarence Cannon, que tout le monde dit mais il est fou, parce que la Ha presse... habido un escándalo parlamentario que todo el mundo ha dicho, pero está loco un tal Clarence Clarence Cannon, Cannon.
parce que la presse communiste raconte tout, évidemment, la presse soviétique, au point d'ailleurs que la déclaration est supprimée du compte-rendu du Congrès. Hasta tal punto fue un escándalo lo que este hombre dijo, el Clarence Cannon, que su intervención ha sido suprimida del diario de sesiones del Parlamento. Donc, la puissance des États-Unis, c'est le contrôle, Dijo la potencia de los Estados le Unidos, contrôle des capitaux, el control de exterior, el control de los capitales, le contrôle du commerce, el control del comercio, le contrôle des classes dirigeantes, el control de las clases dirigentes, le contrôle de tout ce qui permet le contrôle des classes dirigeantes, par todo lo exemple, que permite el control de las clases dirigentes, les syndicats, los les sindicatos, partis, los partidos, voilà. Les bases pour bombarder, las bases en les cada país bases para qui, bombardar. je le rappelle, sont en effet des territoires, il faut le dire parce que, vous voyez, je ne sais pas ce qui a été votre cas en Espagne, mais en France, on nous a mis la tête comme ça avec le Groenland. Ah, sí, dice que las bases son un territorio de los Estados Unidos. Dice, no sé si aquí, pero allí nos han llenado la cabeza con la cosa de Groenlandia. Les États-Unis sont au Groenland depuis avril 1941. Estados Unidos está ocupando Groenlandia desde abril de Et 1941. j'ai, dans les années 80, Y en los años 80 fait une série, ça aurait dû faire 2, et ça a fait 6 à cause d'un censeur. J'ai fait des articles sur les débuts de l'atlantisation, ça s'appelait l'atlantisation des pays scandinaves. ella ha hecho en los años 80 una serie de artículos que eran sobre L'atlantisation la des atlantización pays de los scandinaves. países escandinavos Et del norte de qu'est-ce Europa. qu'est-ce que j'ai montré? Que tout le monde, alors d'une part j'ai montré comment les États-Unis avaient conquis les pays européens à la faveur de la guerre et comment le pacte atlantique avait consolidé toutes les bases qu'ils avaient déjà acquises. Donc, ce ne sont le plus souvent même pas des bases du pacte atlantique. Le pacte atlantique pérennise les bases qui ont été acquises depuis la guerre ou après la guerre. Lo que ella ha demostrado con documentos es que el Pacto Atlántico, o sea, la OTAN en el año 49, lo único que hace es confirmar y hacer permanente la presencia norteamericana en bases y en países que ya estaban antes de la guerra o incluso después de la guerra. Nada, O sea, que nada no era nuevo. nuevo. Nada nuevo. Nada. Ma chère professeure Oui. Annie, parlons-en. De Gaulle. Perdón, pero hay preguntas.
Dos preguntas breves. La primera, si consideras que los libros de David Glantz, que has citado, del historiador, son buenos libros para leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque en España, en los últimos años, quizá tú lo sepas, se han traducido, pero claro, como es norteamericano, uno no sabe si leer o no. ¿Lo recomiendas a David Glantz? Oui, moi je ne suis pas spécialiste d'histoire militaire, mais je considère que Glantz et d'autres, et que je ne me rappelle plus un autre qui a fait une série de livres, je pense que la plupart des auteurs américains des années 90 jusqu'à une période très récente ont très bien décrit ce qu'est la nature de la victoire soviétique. Sí, que es honesto, que es honesto. Dice que ella cree que sí, que no es una especial, o sea, son libros que Historia tratan militar. de la victoria militar Soviética. y que de la victoria militar soviética y que no solamente él, sino que hay autores norteamericanos de los años 90 que han documentado de una manera muy rigurosa que C'est quelque chose qui est absolument connu dans l'historiographie américaine. D'ailleurs, il faut le dire, c'est très intéressant de noter que dans le pays impérialiste maître, il y a une très très grande qualité historiographique. Hay que decir que en los países imperialistas, rectores, digamos, del imperialismo, en los núcleos duros del imperialismo, hay historiadores muy científicos y científicos que dan una información muy rigurosa. Et il faut remarquer que, mis à part une très très grande qualité, c'est incontestable, des très grandes qualités de l'historiographie allemande, enfin des traditions scientifiques allemandes, la séparation de l'Allemagne en deux a été très bénéfique à la recherche scientifique allemande. Aparte de que la historiografía alemana es muy destacada, que la separación en dos de la Alemania ha sido muy beneficiosa desde el punto de vista de la investigación histórica. Parce que comme la RDA racontait tout sur le nazisme déjà dans les années 1950, como la RDA contaba toda la verdad sobre el nazismo les desde los étaient años 50, les autres ne pouvaient pas raconter n'importe quoi. los otros no podían decir cualquier cosa. Tandis qu'en France, depuis 1980, on peut raconter absolument n'importe quoi. Sin embargo, en Francia, a partir de los años 80, cualquiera dice cualquier cosa sin ningún soporte científico. C'est-à-dire qu'on a une illustration très intéressante de ce que le pays dominé n'a même plus la capacité de se générer une catégorie d'intellectuels qui est la capacité, qui est le droit, et donc la capacité de dire les choses comme elles sont. Ça me frappe beaucoup. Dice que es una desgracia, pero es la realidad, decir que los países dominados no tienen siquiera, que tienen el derecho de hacerlo, pero no tienen la capacidad suficiente como Je vais vous donner un exemple qui m'avait para hacer una historiografía rigurosa sobre los hechos históricos. Je vais vous donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé dans les années, je crois, 80-90. Il y avait un historien norvégien qui est très célèbre, non, pardon, d'ailleurs, il est américain, mais d'origine norvégienne. Ahí le ha llamado mucho la atención algo que ha sucedido en los años 80-90, un historiador norteamericano, pero de origen noruego. Son nom le montre, il s'appelle Geir Lundestad. Et dans les années 80, ça me faisait beaucoup rire, mais je le disais, hein, il expliquait que la Norvège avait toujours gardé sa dignité avec les États-Unis, mais alors pas les autres. Hein. Pas la Grèce. Decía
que pour l'Angleterre. decía que Noruega había guardado siempre la dignidad frente a los Estados Unidos, pero los otros no, ni Grecia, ni Italia. Vous pensez comme elle était digne? Le plan Marshall lui avait imposé, entre autres, de transporter 60% des marchandises dites du plan Marshall, donc des marchandises américaines achetées avec les crédits américains, puisqu'on n'a pas le droit d'acheter autre chose, 60% sur bateau américain. Se les ha impuesto, o sea, para dar idea de lo digna que es Noruega, el plan Marshall les impuso la obligación de comprar el 60% de todas las mercancías exclusivamente de Estados Unidos y con créditos Or, c'est de Noruega y que llegaban en barcos de Estados Unidos. Or, c'est un pays avant tout maritime. Y porque es un país sobre todo Donc, marítimo. je donne cet exemple parce qu'il montre avec son ridicule ce qui est l'incapacité d'intellectuels dominés dans des pays dominés de se représenter académiquement. La primera dominación está aquí. Voilà, Claro, voilà. no, que dice hasta qué punto un país dominado ni siquiera tiene la capacidad de analizar o de hacer un análisis crítico de su Et propia on le dominación. voit très bien parce qu'aux États-Unis, sur certaines questions, les pro-impérialistes disent presque autant de choses que les anti-impérialistes. Dice que en Estados Unidos dicen muchas cosas, que incluso la prensa imperialista dice casi tantas cosas como la prensa antiimperialista. Et nous, par exemple en France, nous sommes comme des poules qui caquettent sur l'esprit européen. Y en Francia somos como gallinas que cacarean hablando sobre el espíritu europeo. Mais il est interdit d'étudier l'histoire réelle de l'Europe. Pero está prohibido estudiar la historia real de Europa. Incluso, bueno, nos ha estado contando tesis doctorales que analizan en profundidad determinados hechos históricos de verdad. Están prohibidas, no se pueden, no hay quien las dirija, no hay quien las publique. Et on pourrait remarquer que plus la situation de nos protectorats d'Europe s'est dégradée, plus dans ces protectorats d'Europe, nous avons une diminution de qualité de la production scientifique, et notamment des sciences Es sociales. propaganda, es propaganda. Cuanto más se degrada Voilà. la dominación del protectorado europeo, cuando más la dominación se hace más fuerte, menos capacidades hay de representarla desde el punto de vista científico. Vale, y la segunda pregunta breve. Claro, no podemos ser ingenuos y pensar que De Gaulle era el Che Guevara. No lo era. Il faut pas penser que De Gaulle c'était le Che Guevara. No lo era. Non, mais Claro, Pero existe la imagen de que De Gaulle tuvo el mérito si, de negarse a que Francia estuviera de rodillas, arrodillada ante Estados Unidos. ¿Tú crees que ese mérito es real? oui, absolument. Alors, Y perdona, porque se lo he enviado a Nines, con permiso. pero no me he traído el móvil. Nines lo tiene. alors, Es un cartel de De Stalin Gaulle, vous savez, con De Gaulle. moi, j'ai écrit beaucoup de livres et j'ai beaucoup parlé de Gaulle. Je dirais que j'ai parlé de Gaulle presque dans tous mes livres. Ha escrito muchos libros y ha escrito mucho sobre De Gaulle. Y casi podría decir que en cada libro ha escrito algo sobre De Gaulle. Depuis ma thèse, c'est-à-dire que je l'ai soutenue en 1981. Vous Y voyez, su tesis doctoral la ha hecho en el año 1981. et
Alors moi j'en ai beaucoup parlé, beaucoup, vraiment, dans tous mes livres sur la guerre, dans mes livres, moins sur l'avant-guerre, évidemment dans mes livres sur l'après-guerre, partout. Et je fais d'une certaine manière la même remarque que d'autres historiens. Que ha hecho en todos los libros que ha escrito, ha hecho la misma señalización Ou que d'autres otros historiadores. politistes sérieux. Je pense à l'un d'entre eux, un néerlandais qui s'appelle Kees van der Pijl et à qui on doit cette notion de classe dirigeante atlantique. Igual que un holandés que ha creado el concepto de clase dirigente atlantista. C'est-à-dire, donc, ce Van der Pijl montre Pijl. la chose suivante. Il étudie le projet de classe atlantique depuis le début du XXe siècle. Estudia lo que él llama la clase dirigente Ce qu'il appelle le atlantista projet desde wilsonien. principios del siglo XXI. Voilà, le projet wilsonien. Et, bon, ça n'est pas un ouvrage histoire, mais c'est quand même un ouvrage très documenté. Et qu'est-ce qu'il montre? En una obra documentada y muestra, Il étudie toute l'Europe occidentale. estudia toda Europa occidental Il ne trouve qu'un dirigeant politique y no encuentra ni un dirigente político qui a ouvert la bouche, que haya abierto la boca, et d'ailleurs que les Américains n'ont pas cessé de vouloir faire taire depuis 1940, c'est De Gaulle. Or, De Gaulle est un personnage passionnant parce que c'est un personnage complètement contradictoire. Durante este tiempo no ha habido ni uno que haya levantado, a pesar de que Estados Unidos cada vez querían más y que el único personaje es De Gaulle, que es un personaje fascinante porque es muy contradictorio. Voilà. C'est quelqu'un c'est un homme de la bourgeoisie, son frère est banquier, de la bonne bourgeoisie, on pourrait même rattacher à la haute bourgeoisie. Una persona de la alta burguesía, su hermano es banquero, Manifestement Action française, comme tous ses petits camarades. del Partido Acción Francesa, como todos sus Oui. camaradas, Très réactionnaire, muy reaccionario, très anti-soviétique. muy antisoviético. Il a accompagné Weygand pour écraser l'Union soviétique quand la Pologne l'a attaqué en 1920. Enfin, tout ce qu'il faut pour être partisan de la défaite de la France. Et c'est un patriote. Pero es un patriota. Voilà. Au point qu'il y a une lettre très très célèbre de lui, qui est une lettre de 1936, Hay una carta muy famosa del año 1936 à sa mère, à une su lettre à madre. sa mère, dans laquelle il dit je hais l'Union soviétique, je hais le Odio a la bolchevisme, Unión Soviética, odio al bolchevismo, mais on a besoin de l'Alliance soviétique. Pourquoi? pero Parce que necesitamos la alianza con la Unión parce qu'on a Soviética, besoin de l'Alliance de revers. porque tenemos necesidad de la alianza. Je les déteste, mais s'ils prennent la moitié des divisions allemandes, elles ne seront pas chez moi. C'est ça. Dirías que era nuestro adversario más querido. Nuestro Voilà. adversario más querido. Et je signale d'ailleurs, je vais Enemigo finir de clase. juste après, et je signale d'ailleurs que va ressortir un de mes livres qui était, je ne sais pas pourquoi, au placard depuis 2022, qui s'appelle « Les élites françaises de la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance avec les États-Unis ». Et De Gaulle, on y voit un De Gaulle que Roosevelt veut tuer, parce qu'à un moment, 1943, il dit mais il faut l'éliminer celui-là, qui veut tuer, et qui, fin 1943, va faire le joli cœur près des Américains et des Anglais en disant mais vous savez bien que vous avez besoin de moi, il n'y a que moi qui peux vaincre les communistes. A ver, en todo va a salir
un libro suyo sobre, Las élites. sobre las élites europeas Donc, desde la francés, francesas, élites perdón. françaises, Desde la colaboración desde con la- Alemania, desde la alianza con los Estados Unidos. Entonces, para hablar del personaje contradictorio de Gaulle, se sabe muy bien que en el año 43 querían cargárselo. O sea, Roosevelt decía, ese hombre hay que quitarle de medio porque nos está fastidiando. Este no se rinde, no se rinde. Y después, o sea, en el año 43, él les dijo, Sans moi, vous avez les communistes. claro, me necesitáis para derrotar a los comunistas, así que no me matéis porque Et voilà. sin mí no vais a ganar a los C'est le comunistas. paradoxe de Gaulle. Es la paradoja de De Gaulle. Mais ils utilisent l'OAS pour le tuer. Claro, sí. Y utilizaron Parce que Sí. Bueno, en fin, es magnífico que después de lo que llevamos estaríamos muchísimo más tiempo, pero bueno, claro, nuestro tiempo aquí es hasta las 9, pero bueno, Sí, no sí, tiene importancia sí, porque no se ha tratado de aguantar, sino de estar bien. Entonces, ya muchas gracias por venir y ahora... Bueno.